Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo review, la première d'une nouvelle série consacrée à l'une des séries que j'attendais le plus en 2025. Je parle bien sûr de Star Wars Andor saison 2 et dans laquelle on va parler des 3 premiers épisodes qui ont été diffusés cette semaine sur Disney+, une saison 2 qui fait suite à la meilleure série Star Wars live action tant en termes de réalisation, de thématiques, de péripéties, de rythme, de montage, de personnages, de dialogue et d'action, de décors. C'est de loin la meilleure production live action avec Rogue One que nous a produit Disney depuis le rachat de Star Wars il y a maintenant 13 ans. Dites-vous qu'il y a des jeunes qui sont nés après le rachat de Star Wars et qui peuvent regarder aujourd'hui les séries, c'est quand même dingue. Et donc forcément que cette saison 2, je l'attendais tout particulièrement, puisque pour moi c'est une équipe créative chez Lucasfilm la plus compétente et surtout dans laquelle j'ai le plus confiance pour nous produire des œuvres de fiction de qualité sur Star Wars, avec évidemment à la réalisation Tony Gilroy. Et aujourd'hui donc on va parler des 3 premiers épisodes qui ont été diffusés, puisque chose atypique, pour Andor saison 2 il y aura en tout 12 épisodes, bon ça c'est plus ou moins normal, mais le truc c'est qu'ils vont être diffusés 3 épisodes par 3 épisodes tous les mercredis, donc en 4 semaines. La série sera terminée, car chaque groupe de 3 épisodes représente un arc narratif entier, chacun espacé, ellipsé de 1 an. C'est-à-dire qu'il y a eu 1 an entre la fin de la saison 1 et ces 3 épisodes-là. Il va de nouveau y avoir 1 an d'ellipse entre ces 3 épisodes et les 3 prochains épisodes de la semaine prochaine. C'est donc une toute nouvelle façon de diffuser une série accompagnant un concept narratif, en l'occurrence celui de l'ellipse et de l'arc narratif, qui fait un peu écho avec ce qu'on peut retrouver dans les mangas, où dans les mangas on a souvent un long fil rouge, mais ce fil rouge va être décomposé en plusieurs arcs bien distincts qui vont faire avancer l'intrigue. Et bien on va retrouver un peu ce même concept là pour Andor. Alors je prends le manga comme exemple parce que c'est le plus parlant et le plus illustratif, mais bien entendu que ce n'est pas uniquement les mangas qui ont utilisé ce principe, c'est surtout eux qui l'ont popularisé et ancré dans la tête des gens, surtout de la jeune génération actuelle. Et donc, que vaut ces 3 premiers épisodes de Andor saison 2 ? Qui sont donc, je le rappelle, les 3 premiers épisodes d'intro qui vont reprendre les intrigues laissées en suspens à la fin de la saison 1, qui, je le rappelle, on assistait à la rébellion de Ferrix contre, évidemment, l'oppression impériale, et surtout au recrutement de Cassian Andor par Luten, donc le dénommé, enfin Luten c'est celui qui est l'Axe, qui représente un peu le lien entre plusieurs cellules rebelles, et il a été recruté par ce dernier, rejoignant officiellement le mouvement de la rébellion, sans pour autant avoir pour l'instant rejoint l'alliance, la grande alliance rebelle telle qu'on la connaît dans les films ou dans Rogue One. Et donc déjà personnellement, bon vous l'avez compris plus ou moins, j'ai adoré la première saison d'Andor. C'est comme je l'ai dit la meilleure série live action Star Wars, ça dépasse pour moi même la post-logie et ça recoupe extrêmement bien avec le film Rogue One. Et si cette saison 2 est aussi qualitative que la saison 1, on va vraiment assister à la naissance de la meilleure trilogie live action que Disney aura produite avec Andor saison 1, Andor saison 2 et Rogue One, puisque l'ambition de Andor, c'est qu'au fur et à mesure des ellipses, on se rapproche des événements de Rogue One et, in fine, de Star Wars 4, Un Nouvel Espoir. Bon, maintenant que tous les préambules et toute la présentation et le contexte ont été placés, on en vient évidemment à mon appréciation de ces 3 premiers épisodes. Et bien dans l'ensemble, eh bien ça foudroie encore une fois toutes les séries Star Wars récemment sorties. Les 3 premiers épisodes là, donc les 3h30 qu'on a eu, eh bien ça met une vitesse, ça foudroie, ça balaie, ça dézingue, ça massacre les œufs acolytes et les skeleton crew d'une force, mais alors là on est sur pépite. Ce n'est pas dénué de défauts, j'ai quand même quelques reproches à faire à ces 3 épisodes là, notamment en comparaison des 3 premiers épisodes de la saison 1, mais bon sang, qu'est-ce que ça fait du bien d'avoir une série Star Wars bien produite. Oh, qu'est-ce que ça fait du bien. Là, oh, mais franchement, ça devrait être le standard. Mais déjà, un standard de base. Mais surtout, et je vais y venir, je vais évidemment développer, mais toutes les bonnes trouvailles, toutes les bonnes idées de mise en scène, et franchement, chaque arc de personnage, puisque je vais d'abord faire un résumé de ce que je pense de chaque épisode, et après, je vais évaluer ça en fonction de chaque arc de personnage, puisque même si le titre de la série c'est Andor, on suit vraiment un groupe de personnages qui vont porter les différents événements qui vont être comptés dans cette série. Et donc pour l'aspect technique, chaque arc a vraiment des prouesses et des plus-values artistiques et de réalisation qui franchement font du bien quand on n'arrête pas de se taper du volume, du fond vert dégueulasse, du flou, de minimiser l'ambition d'avoir des choses tout rikiki. On a peu de figurants,
on a peu d'ambition artistique, c'est tout restreint, etc. Là, on respire. On sent vraiment que la production a pris son temps pour nous fournir quelque chose de qualité qui nous met le plus en immersion dans l'univers de Star Wars, et ce de bien des manières différentes. Mais pour l'instant, pour mon appréciation globale, j'ai adoré l'épisode 1, en particulier son introduction. L'épisode 2 est pour moi le plus faible des trois, et clairement c'est celui, je pense, le plus dispensable. On aurait pu le couper en deux, couper quelques scènes, enlever du gras, le couper en deux ensuite, et les rajouter aux épisodes 1 et 2, donc pour en faire des épisodes d'1h20 chacun. Je pense qu'on aurait gagné en rythme et en consistance, parce que je pense vraiment qu'on fait du surplace dans cet épisode 2, qui est à mon sens le plus faible, et qui révèle l'un des points faibles global de ces 3 premiers épisodes. Et enfin le troisième, qui est évidemment le climax des différents arcs qu'on a eu jusque là pour ces 3 premiers épisodes, qui est tout aussi agréable à regarder, et j'ai évidemment hâte des 3 prochains épisodes. Commençons par l'épisode 1, avec la scène d'introduction de Andor, qui est dans une opération d'infiltration, d'espionnage. Tout de suite, on comprend exactement où il en est, comment ça fait suite à la saison 1. Donc là, on voit clairement qu'il travaille pour Luten. On le retrouve donc sur une opération d'infiltration et de récupération d'un prototype de chasseur taille. Et j'ai beaucoup aimé le décor de cette base secrète, à la fois très intimiste, très isolé, donc assez froid, assez austère, très isolé. On sent un réel calme avant la tempête. Et malgré tout, cette base nous fait ressentir un peu l'immensité de Star Wars, parce que c'est juste une base de recherche d'un prototype taille, et tout de suite ça nous fait travailler notre imagination sur l'Empire qui doit avoir des dizaines d'autres bases secrètes sur lesquelles il travaille sur des projets plus ou moins secrets pour l'Empire, l'oppression impériale. Et donc non seulement le décor est assez, bon ça reste un décor impérial somme toute assez classique, mais il est extrêmement bien réalisé, on ressent tout de suite le côté isolé, perdu au milieu d'une planète sous la neige. Mais d'un autre côté, ça nous fait ressentir toute la grandeur de l'Empire et par extension de l'univers de Star Wars. Évidemment, le casse se passe mal et Andor découvre comment se pilote ce nouveau prototype. Ça crée évidemment la péripétie, de l'enjeu et de la tension. Et on a affaire à une scène de hauts effets spéciaux, de haute voltige, où ça mitraille, ça défouraille dans tous les sens. La tension est à son maximum. Et évidemment, la course-poursuite se poursuit dans les canyons de la planète. Et là, évidemment, on a des plans de caméra, un dynamisme, une vitesse. Franchement, ça fait plaisir de voir ça. On sent réellement que là, on est sur une course-poursuite entre chasseurs stellaires. Et non, vraiment, j'ai adoré cette scène. Mais ensuite, on va arriver, donc, je vais poursuivre l'arc de Cassian sur l'arrivée sur une planète de jungle, où il va rencontrer un groupe de rebelles, visiblement complètement paumés, complètement sans dessus-dessous et très con, voilà le maître. Et il va y rester pendant 2 épisodes. Et là déjà j'ai du mal, parce que je pense que cette péripétie autour des rebelles complètement à l'ouest, complètement désemparés et désorientés, qui vont finir par se rebeller les uns contre les autres, c'est le cas de le dire en tant que rebelles, et qui vont capturer Cassian Andor et qui vont voilà, le retenir dans leur guerre intestine. Au bout d'un moment c'est long. C'est intéressant, surtout vu du twist et de la révélation qu'on nous fait à la fin de cet arc-là, mais ça dure trop longtemps. Je pense vraiment qu'on aurait pu couper des scènes, parce que les voir s'entre-déchirer pendant 10 ans, alors que clairement il suffirait qu'ils discutent quelques instants et que Cassian révèle quelques noms pour leur faire comprendre qu'ils travaillent dans le même camp, et en plus c'est ce qu'il leur dit mais ils comprennent rien. Franchement c'est un peu lourd, et bon je vais un peu faire mon gros nerd de Star Wars, mais bon, on nous apprend que finalement c'est la planète de jungle où ils sont bloqués, donc les 2 groupes, lui et Cassian. Bah en fait c'est Yavin 4, donc la future base rebelle de l'Alliance. Mais au niveau des dates, à 4 années de la bataille de Yavin, je pense normalement que la planète est déjà investie par la majorité de l'Alliance Rebelle. Normalement ils sont déjà censés être déjà installés, du moins les prémices, parce que dans Rebels, la série Rebels, il me semble qu'à cette date-là, il y a déjà des cellules rebelles qui se sont installées dessus. Donc ça me semble pas très concordant, surtout que ils sont restés bloqués depuis 2 jours, depuis un certain nombre de temps. Cassian, visiblement, amène du matériel impérial sur cette planète-là, donc il y a quand même un système, une organisation qui s'est mise en place depuis un certain bout de temps, donc je trouve ça assez bizarre qu'ils soient à ce point paumés, les rebelles. Même si je comprends l'intérêt de montrer que c'est avant tout des groupes séditieux vraiment séparés les uns des autres, vraiment isolés, qui vont finir à la fin par se rejoindre, mais qui, forcément à cause de l'Empire, voient le mal partout, sont absolument paranoïaques. On a compris ça, mais je pense malgré tout que ça dure trop de temps et que ça nous fait vraiment perdre en rythme, principalement sur l'épisode 2. Ensuite Cassian
va malgré tout réussir à s'échapper et rejoindre ses amis sur la planète de blé dont j'ai oublié le nom parce qu'il y a beaucoup de planètes, je suis désolé. Et on va venir donc à cet arc-là, la planète, donc on va l'appeler la planète des fermiers, l'arc des fermiers, où les résistants, les rebelles de Ferrix, donc qui était la planète principale de la saison 1, d'où est originaire Andorre. On va donc découvrir le nouveau train quotidien des amis d'Andorre. Donc on a Barrow, Brasso, Bix et le petit jeune. Découvrir leur train-train quotidien, voir comment ils s'en sortent, comment ils fuient l'oppression impériale, comment ils essayent de s'en sortir en évitant les contrôles de l'Empire. Et encore une fois, c'est des moments assez calmes, bien qu'on ressente évidemment la pression petit à petit de l'Empire se resserrer sur eux. Donc ça, c'est extrêmement bien géré, je trouve. La pression monte crescendo petit à petit jusqu'à la scène finale où l'Empire arrive pour contrôler les visas. Et on a clairement un parallèle qui est créé entre évidemment la situation des fugitifs et des juifs durant la Seconde Guerre mondiale, où on a vraiment la Gestapo qui vient faire des fouilles dans les maisons. Bon là c'est dans un contexte extrêmement différent, mais l'imagerie, la scène en elle-même renvoie énormément à ce qu'on pouvait vivre nous en tant que Français durant la Seconde Guerre mondiale et surtout durant l'occupation, avec ces contrôles soi-disant de routine, mais qui sont vraiment là pour rechercher les cellules rebelles, qui sont là pour essayer de trouver les fugitifs et tout acte de résistance pour les mater. Et évidemment on a les collabos qui dénoncent les fugitifs, puisque à la fin on se rend compte que celui qui était censé les protéger et qui semblait porter toute leur confiance, eh bien les trahit au dernier moment. Donc toute cette arc là est bien traitée, il y a un bon rythme, vraiment le côté étau qui se resserre est bien géré. Donc de ce côté là j'ai pas grand chose à dire, et surtout ça nous permet de vraiment reposer les bases de leur vie après les événements de Ferrix qui ont mené la rébellion de la planète. Et puis après ça nous permet de découvrir cette planète vraiment magnifique avec une lumière. La lumière sur cette planète est magnifiquement bien gérée, même si à certains moments il y a des volumes qui se voient, quelques fonds verts un peu flous, mais malgré tout on respire. On sent que si on a envie de nous mettre des énormes silos de l'espace, on nous les met. Il y a un côté grande étendue et qui est bien fait. On peut voyager à travers champs, on a des speeders, on a des vaisseaux, etc. Nous ne sommes plus à l'étroit, il y a des décors, il y a des figurants, et ça fait du bien, nom de Dieu. Donc vraiment, toute cette arc-là, j'ai pas grand-chose à en dire d'autre. Vraiment très bien. On assiste, donc c'est une première, il me semble, dans Star Wars, à une scène de viol, de tentative de viol. Donc on sent que là, les thématiques et les sujets, et surtout l'ambiance globale est extrêmement lourde dans Andorre saison 2, et c'est pas un mal, puisque pour moi, je le redis, je pense que je l'avais déjà dit dans des précédentes vidéos, notamment celle d'Ahsoka, mais pour moi, en dehors des films, qui doivent respecter entre guillemets un cahier des charges Star Warsien, tout ce qui est de l'univers étendu, à mes yeux, c'est open bar. Vous pouvez faire ce que vous voulez, c'est un univers étendu, c'est l'avantage de l'avoir. Vous pouvez faire quelque chose comme Skeleton Crew, avec ce côté très Goonies, Spielbergien si je puis dire, avec ce côté groupe de jeunes enfants, épopée, aventure, très jeune public. Franchement ça me dérange absolument pas, du moment que c'est bien fait évidemment. Et de l'autre côté avoir la série politique ultra mature qui est Andorre, avec évidemment l'imagerie impériale, résistance, politique, sacrifice, thématique assez lourde, etc. Du moment que c'est bien fait, je n'ai pas à m'en plaindre, bien au contraire. Aborder Star Wars de toutes les manières différentes. Star Wars Vision, là je m'égare un peu évidemment, mais on va revenir sur les épisodes. Mais Star Wars Vision, ce délire très animé japonais, avec tous les styles d'animation différentes, avec des courts-métrages, pareil, ça aussi c'est extrêmement intéressant, et c'est pas une mauvaise chose tant que c'est bien fait. On va avoir la saison 3 qui va débarquer, et j'ai hâte de la voir également. Et donc c'est pour ça que même si, c'est vrai qu'Andorre, de par bien des aspects, ça peut nous sortir un peu de l'aspect Star Wars classique, et que si on changeait le titre de Star Wars par autre chose, on s'y intéresserait beaucoup moins, et je vais pas vous mentir, ça sera mon cas. Mais de fait que ça reste un produit de l'univers étendu, c'est un spin-off de spin-off, donc pour moi, l'étiquette Star Wars peut ne servir que de contexte, que ça me va. Du moment que c'est du Star Wars, je regarderai, et on peut étendre le concept de faire quelque chose qui n'a rien à voir de base, juste avec l'étiquette Star Wars, moi ça me va. Tout ça pour dire que la scène, la tentative de viol qu'on a vue, ça peut sortir des clous de Star Wars classique, ça peut tout à fait avoir sa place dans une œuvre telle que Andorre saison 2. Ensuite, donc, on a parlé de l'arc de Cassian Andor, on a parlé de l'arc des fermiers, on a parlé de l'arc de Cassian Andor, on a parlé de l'arc de ses amis sur cette planète-là. Nous allons maintenant aborder l'arc de Mon Mothma, qui est à mon sens le plus réussi de tous, puisqu'il est constant sur les 3 épisodes, et surtout, ça fait avancer l'intrigue de Mon Mothma et de tous ses amis, de tout son cercle de relations, que ça soit sa fille, son mari,
ainsi que Luten et ses différents collaborateurs, si je puis dire, entre le banquier, si je dis pas de bêtises, celui qui investit dans la rébellion, et le père qui voulait, qui était qui était un expert dans la comptabilité, qui dans la saison 1 avait promis ses services pour cacher les mouvements financiers de Mon Mothma et de son ami, en échange d'une présentation de sa fille et de son fils, pour arranger le mariage. Et on a évidemment Luten, le GOAT, qui se joint à la fête, qui va servir à rassembler tous ces personnages-là pour les faire interagir et faire avancer les différentes intrigues, les différentes relations. Et que dire si c'est du 20 sur 20 partout. Mon Mothma, c'est vraiment une déesse d'acting. Elle oscille parfaitement bien entre ses obligations matrimoniales, ses obligations en tant que résistante, en tant que sénatrice et en tant que membre de la haute noblesse chandrilène. Et vraiment, toutes ces interactions avec Luten, sa fille, son mari, c'est franchement du caviar. À chaque fois, ce sont des relations différentes qui abordent des thématiques différentes et on sent qu'elle est obligée de jouer sur plusieurs tableaux en même temps. En plus de ça, on découvre toute la culture chandrilène avec les costumes. Les costumes, bon sang, ils sont incroyables. Il y avait une petite vibe dans une tonalité bien différente, mais une petite vibe d'une dans la découverte des traditions et des costumes. Et j'ai vraiment adoré ça parce que là, enfin, on a une planète qui a une véritable identité, une véritable plus-value à apporter dans l'univers de Star Wars. Et maintenant, on aura Ferrix d'un côté dans la saison 1, mais maintenant on aura vraiment Chandrila comme planète aussi identifiable, aussi iconique qu'un Tatooine, qu'un Naboo, qu'un Coruscant, etc. Donc vraiment tout cet arc-là est très intéressant parce qu'on nous met en exergue d'une part un peu le côté tradition extrêmement étouffante, mais extrêmement exacerbée. Mais évidemment, tout le côté, elle essaye d'aider au mieux possible sa famille et la rébellion, et elle a vraiment du mal à s'y faire. On voit que Luten il est toujours aussi déterminé, toujours aussi implacable. Et aussi, on a des mises en scène extrêmement réussies. Je pense à la première scène de cet arc-là dans l'épisode 1, où on a Mon Mothma en plan séquence, qui va rencontrer tous les personnages qui vont être présents durant cet arc, durant le mariage. Donc on a Luten, on a ses enfants, Perrine, qui est son mari. Bon, j'ai oublié tous les noms, enfin, il y a beaucoup de noms que j'ai oubliés, malheureusement, parce qu'il y a beaucoup de personnages. Et on a tout ce plan séquence donc où on est sur les alentours de la maison. Et vraiment ce plan séquence qui ne finit pas en fait. On sent que on est complètement happé par les rencontres que fait Mon Mothma parce qu'elle-même, elle est sous une avalanche, sous un tsunami, un raz-de-marée de personnages avec qui elle doit à chaque fois se comporter différemment parce qu'elle doit jouer sur tous les tableaux, etc. Je devrais encore parler de toutes les interactions, de toutes les relations qu'elle entretient, mais ça serait évidemment beaucoup trop long. Pour moi, les plus importantes sont vraiment celles avec sa fille, parce que c'est vraiment pour elle qu'elle fait tout ça, mine de rien, renverser l'Empire et lui donner un avenir meilleur que le présent qu'ils ont maintenant. On a Luten, là où elle se dévoile de manière réelle, et on a enfin son ami qui a investi pour lui, enfin pour elle, pour ses actes de résistance, de rébellion. Et bref, toute cette partie-là a des éléments extrêmement forts. On voit que Mon Mothma avec sa fille a un échange extrêmement important au moment de la cérémonie de mariage, où sa fille, qui ne pense pas comme elle, lui dit « J'aurais préféré que tu sois saoul ». Et pareil, cet échange-là est extrêmement fort. Et l'actrice qui joue Mon Mothma joue extrêmement bien. La mère qui veut le meilleur pour son enfant, mais qui est complètement désemparée par ses réactions et qui est presque dépassée par la situation. Et elle va finir dépassée par la situation quand son ami qui a investi pour ses actions va se rapprocher donc du père du marié qui à l'origine devait servir à camoufler ses opérations financières. Et elle a peur que donc son ami dévoile à cet homme ses activités de rebelle, d'alliance de rebelle, et forcément Luten, qu'est-ce qu'il fait? Implacable, il va envoyer l'un de ses agents pour s'occuper du cas du banquier. Et donc qu'est-ce qu'elle fait? Elle en peut plus, elle se met à l'alcool, elle se met à danser, donc dans une scène de célébration du mariage qui conclut en fait en climax d'épisode, toute cet arc du mariage qui a servi à installer toutes les relations entre Mon Mothma et les autres personnages. Donc pour moi c'est un arc réussi de A à Z, donc tant d'un point de vue technique, artistique, de relations entre les personnages et de personnages, donc de développement de personnages, d'évolution de Mon Mothma. Et là c'est vraiment avec Andor la deuxième meilleure personnage, enfin celle qui tire vraiment le show vers le haut. Et en fait c'est tout bête, mais quand on voit tout ce qu'elle a vécu et tout le développement qu'elle a droit, et ça c'est du bon développement de personnages rétroactifs, mais quand je vais regarder Star Wars 6 et voir Mon Mothma faire le discours aux rebelles avant l'assaut final, et bien là ça va porter le personnage. Là ça va vraiment lui donner du poids supplémentaire et lui donner une aura, du charisme qu'elle n'avait pas jusqu'alors. Et là ça va vraiment lui donner
ça va rendre le personnage encore meilleur qu'il ne l'était il y a bientôt 40 ans en arrière. Alors qu'à l'inverse, qu'est-ce qu'a fait Star Wars 8 avec Luke? Il l'a complètement détruit en nous présentant un personnage qui n'a rien à voir, anti-charismatique au possible, et maintenant quand on voit Luke, les épisodes 4, 5 et 6, on se dit bah putain, si c'est pour finir comme la Locke qui est dans Star Wars 8, eh bien ça a desservi le personnage. Alors que là, pour un personnage tertiaire, eh bien ça ne fait que l'embellir, elle se bonifie avec le temps, et c'est ce que doit faire un univers étendu, prendre les petits personnages ici et là qui n'ont pas eu de grands moments ou beaucoup de temps d'écran pour les sublimer. Ça, c'est du bon développement de personnages rétroactifs. Donc toute cette arc de Mon Mothma, c'est réussi, c'est impeccable. On va parler maintenant des méchants du camp de l'Empire et on va finir avec eux. Et ça commence extrêmement bien avec une réunion dirigée par nul autre que le directeur Krennic, encore une fois magnifiquement incarné par Ben Mendelsohn, qui va parler de l'opération Gorman, qui consiste à récupérer les ressources énergétiques de la planète pour fournir au projet Étoile de la Mort l'énergie nécessaire à sa construction, et donc Krennic va mettre en place une réunion pour faire en sorte de récupérer les ressources de la planète de Gorman de la manière la plus efficace et la plus légale possible, pour faire le moins de vagues possible et extraire de manière la plus efficace les minéraux qui sont nécessaires à la construction de l'Étoile Noire. Et là encore une fois, en une scène de conseil et de discussion, de réunion entre les différents officiers impériaux, on ressent toutes les nuances et toute la pertinence d'un tel conseil en tant que thématique pour la série, puisque là on a tous les officiers qui donnent leur point de vue et c'est extrêmement intéressant de voir qu'ils ne sont pas tous d'accord, qu'ils ont quelques divergences. On a notamment ceux qui essayent de déplacer la population et de ne pas la tuer, d'autres avec les pros de la propagande qui vont essayer de mettre l'opinion publique pour justifier leurs futures exactions sur la planète. On a le directeur Krennic qui met en place le contexte et les enjeux d'une telle opération. Et on a au milieu de ça Dedra qui balance évidemment son plan, qui dit bah autant en faire des rebelles, parce que si ce sont des rebelles, vous aurez toute la latitude politique et juridique pour toutes les opérations dont vous voudrez. Et c'est très intéressant donc de voir les différentes réactions des différents membres de l'Empire. Et c'est encore une fois très intéressant de voir tous les rouages de la machine impériale se mettre en place, comment ils réfléchissent à leurs problèmes, quels sont leurs besoins, et comment ils vont les résoudre. Bref, comment fonctionne l'Empire dans l'intérieur. C'était déjà les moments que je préférais moi dans la saison 1, c'était les réunions du BSI, donc c'est le bureau de la sécurité intérieure, et c'est quand même dingue de se dire que dans Star Wars, où on a des courses de pod, des batailles spatiales, des combats au sabre laser, des batailles d'armée contre armée, etc. Et dans Andor, ce que j'ai préféré, c'est de simples réunions administratifs entre officiers de l'Empire qui discutent de la sécurité intérieure. C'était des éléments extrêmement réussis dans la saison 1, et c'est encore une fois réussi avec cette réunion-là, que ce soit pour nous réintroduire le Dr Krennic, nous réintroduire Dedra, le BSI, et nous remettre des enjeux à niveau impérial. Donc voilà, tous ces échanges-là, je l'ai beaucoup apprécié, beaucoup aimé, et on va ensuite suivre Dedra. Alors, de manière très fugace, c'est l'arc dont on a le moins de temps d'écran, où on a le moins de temps d'écran, puisqu'on apprend donc qu'elle va être plus ou moins invitée par Krennic à trouver une solution pour éliminer, entre guillemets, le problème que va poser la population à la récolte des minéraux de Gorman. Donc elle va être en charge de récupérer ces minéraux et de s'occuper de la population qui va évidemment poser problème. Et on apprend, à son retour sur Coruscant, une Coruscant toujours aussi réussie, toujours aussi magnifique. Là on est vraiment à hauteur d'homme, et en l'occurrence à hauteur de femme, de Coruscant, et on ressent son poids, ses immenses buildings, son côté oppression presque dystopique, parce que c'est vraiment une planète où il n'y a que de la ville, de l'industrie. Et je trouve que là, on est vraiment à hauteur de personnes lambda, là où dans les films de la trilogie, enfin des premières trilogies, on la voyait vraiment à hauteur d'histoire, si je puis dire. On la voyait vraiment dans son ensemble, et parce qu'on suivait vraiment la grande histoire avec un grand H, donc on voyait la grande cité. Ici, on voit vraiment juste le quartier, on voit le grand bâtiment, les grands bâtiments, et c'est très intéressant de voir évidemment la vie quotidienne de Dedra, et en l'occurrence, elle s'est mise en couple avec Cyril, donc c'est notre jeune nasillon de la saison 1. Ils se sont donc mis en couple, chose à ma foi très intéressante et très logique, puisqu'ils ont vécu des moments forts en termes de péripéties lors de la saison 1, et c'est bien de les humaniser un peu, de voir qu'ils ont aussi leurs petits soucis, leurs petits tracas, et de voir aussi qu'ils sont pleinement investis dans leur travail, et c'est intéressant de nous montrer cet envers du décor là, qu'ils sont vraiment convaincus de ce qu'ils font, et que malgré tout ils ont des problèmes, comme vous et moi, et pour des choses absolument ridicules. On a vu que Cyril il était prêt à se mettre au cœur de manifestations qui ont dégénéré, et de l'autre côté on a Dedra qui est prêt à tout pour récupérer, enfin pour retrouver l'axe,
et les deux arrivent à se mettre mal à l'aise à cause de la mère, de la belle-mère, qu'il faut l'avouer joue extrêmement bien parce que pareil, elle me met mal à l'aise et j'ai envie de la tarter aussi, nos offenses, hein, mais on sent que Dedra et Cyril seraient plus à l'aise face à un Moff Tarkin ou un Amiral Thrawn que face à cette belle-mère complètement lunaire. Mais malgré tout, je pense que on aurait pu avoir plus à se mettre sur la dent pour ces personnages-là. Parce que là, on nous a juste mis le petit train-train quotidien de ce couple-là, et j'aurais aimé qu'ils installent davantage des enjeux narratifs pour leurs futures évolutions dans la série, pour ces deux personnages-là. Parce qu'autant Dedra a pu assister à la réunion du début que j'ai beaucoup apprécié, autant j'aurais aimé qu'elle soit un peu plus investie dans les 2 derniers épisodes. Et Cyril, c'est ça, mais encore plus important, de manière encore plus importante, puisqu'il n'a même pas eu droit à la réunion du début. Je trouve que Cyril, dans la première saison, n'a pas eu assez de développement et a finalement été assez peu mis en lumière. J'aurais volontiers coupé quelques moments dans la jungle avec les deux groupes un peu débiles de rebelles, contre plus de développement pour Cyril et Dedra, et notamment leur participation au rouage impérial, et quels ça va être leurs enjeux à eux, ce qu'ils veulent faire. Autant Dedra, on sait qu'elle va avoir comme enjeu l'affaire Gorman, comme j'ai dit précédemment, autant Cyril, là en l'occurrence, à part gérer sa mère, c'était déjà le cas dans la saison 1, j'aimerais qu'il ait des enjeux un peu plus importants. Il était en charge des crises sur Ferrix dans la saison 1, donc là j'aimerais qu'il soit mis davantage à contribution dans les rouages impériaux et le mettre en interaction avec Cassian et les cellules rebelles, puisqu'on est quand même sur normalement une opposition Empire-Alliance rebelle, c'est le sujet de la série, donc j'aimerais que quand même, c'est bien de nous montrer un peu le côté quotidien et humain à hauteur d'homme des protagonistes et des antagonistes, mais il ne faut pas non plus négliger le côté péripétie qui fait avancer les enjeux de l'opposition entre rebelles et impérial. Voilà, c'était tout ce que j'avais à dire sur ces 3 premiers épisodes. C'est une review assez dense et assez complexe, donc j'espère que je n'ai pas été trop décousu ni trop confus. Globalement, j'ai été extrêmement satisfait de ces 3 épisodes-là, même si j'ai préféré les 3 premiers épisodes de la saison 1, parce qu'elles installaient, je pense, un peu plus d'éléments, un peu plus de contexte, en plus de nous présenter les nouveaux personnages, et la fin de l'épisode 3 annonçait une rupture entre la situation initiale et les péripéties qu'allait avoir Andor, allait subir Andor, alors qu'à l'issue de ce climax de l'épisode 3, finalement, Andor de Mot Mothma, qui, je l'ai dit, va vraiment passer un nouveau cap, c'est juste une nouvelle épreuve de plus pour nos personnages, pour tous les autres, notamment Cassian et son groupe, qui, évidemment, dans une scène magnifique sur la planète fermière, la planète de blé, va perdre son ami Brasso, qui finalement n'aura pas pu réchapper à la vindicte impériale, à la traque impériale. Pareil dans des scènes magnifiques avec un grain de pellicule et une composition d'images, de lumière, toujours impeccable. Franchement, on y croit, on est vraiment dans l'univers, il y a vraiment ce côté extrêmement concret de la série, en plus de nous offrir des panoramas, des scènes et des mises en scène vraiment ambitieuses et à minima vraiment réussies techniquement parlant. Et donc le climax nous montre évidemment que le groupe de Cassian Andor va devoir se trouver une nouvelle cachette et ils vont devoir faire de nouvelles missions pour combattre les impériaux, mais ça finalement c'est des choses qu'on avait déjà plus ou moins dans la saison 1 et de manière globale chez les rebelles. C'est pour ça que le climax je le trouve un peu moins impactant, on a quand même une mort importante pour ces 3 premiers épisodes, mais je trouve que le climax de la première saison des 3 premiers épisodes était plus réussi puisqu'il amenait à plus de choses. Globalement je trouve qu'en termes de rythme on est un petit peu moins bon et en termes d'accomplissement que les 3 premiers épisodes de la saison 1. Cependant, on reste sur un haut degré qualitatif qui m'a fait hautement plaisir et qui m'a fait vraiment adorer le visionnage de ces 3 premiers épisodes. On reste quand même sur une base extrêmement solide, rafraîchissante et rassurante pour cette 2e saison de Andor, la meilleure série live Star Wars, je continue. Et franchement, je pense qu'on n'a absolument pas à s'inquiéter pour les 9 prochains épisodes, pardon. Je pense que là, les moins bons épisodes sont passés. Je pense que là, vraiment, on va aller crescendo, on va aller d'année en année jusqu'à Rogue One, et j'ai qu'une hâte, c'est d'être mercredi prochain. Moi, je vous dis à la prochaine pour de futures vidéos, mes petits rebelles. Portez-vous bien. Salut tout le monde.